Madame la députée, la parole est à monsieur Jean-Marie Tétart pour le groupe UMP. Madame la ministre, monsieur et madame les rapporteurs, monsieur le président, chers collègues. Après presque 18 mois de gouvernement, vous ne pouvez plus parler d'héritage. On le peut d'autant moins dans le domaine du logement. En effet, vous avez multiplié les alarmes sur la situation du logement, vous avez décrété l'urgence et vous avez par 3 fois déjà fait adopter des mesures législatives allant jusqu'à l'usage des ordonnances. Vous avez donc modifié le cadre dans lequel évolue la production et la mise à disposition de logements. Pourtant, les résultats ne sont pas là et malheureusement, je pense qu'ils ne seront pas plus demain. Ils sont toujours fixés par le président de la République à 500 000 logements par an, une promesse de campagne hier, une déception de plus aujourd'hui. Je rappellerai en effet une nouvelle fois, après mes collègues Apparu et Sadier, qu'entre avril 2012 et mars 2013, seuls 336 000 logements ont été mis en chantier, soit 18% de moins par rapport aux 12 mois précédents. À ce stade de l'année, aujourd'hui, tous les analystes s'accordent à dire que la production de logements en 2013 ne devrait pas excéder 330 000. Mais le plus inquiétant, ce sont les autorisations de logement, donc les constructions de demain, qui sont en forte baisse et dans toutes les catégories de logements. Le recul observé au deuxième trimestre 2013 par rapport à la même période de 2012 est de presque 23% pour la construction neuve, de 12% pour la construction sur les bâtiments existants. Cela n'augure rien de bon pour 2014. Tout aussi alarmants sont les chiffres de la commercialisation. Ils affichent sur les mêmes périodes de référence un recul de près de 22%. Bref, tous les indicateurs sont préoccupants. Les 500 000 logements par an, ce n'est pas pour demain. Nous l'avons dit et répété lors des débats précédents. Cet échec a contribué à produire la tension sur le logement par ralentissement de l'offre de logement. Cette dégradation rapide de la production de logements depuis votre arrivée, ce n'est pas seulement la crise, elle existait déjà sous le gouvernement précédent. Ce sont tous ces mauvais signes que vous avez donnés aux investisseurs institutionnels et privés. L'arme de la réquisition des logements vacants, celle du relèvement à 25% des pourcentages de logements sociaux, l'annonce du blocage ou de l'encadrement des loyers qui ont très vite rendu attentistes les investisseurs, le yo-yo fiscal de la TVA, etc. Ces mauvais signes qui ont été lancés aux entreprises, et en particulier celles du bâtiment, avec la refiscalisation des heures supplémentaires, avec le manque de flexibilité dans la gestion des emplois. À cela, il faut encore ajouter l'impasse dans laquelle les renforcements des contraintes SRU ont mis un certain nombre de villes qui ne devraient aujourd'hui construire que du logement social et en quantité non compatible avec l'état du foncier ou avec les documents d'urbanisme en vigueur. Et que dire des communes des parcs naturels régionaux qui s'étaient attachées à un développement modéré et qui se voient contraintes à un développement accéléré et massif, en contradiction bien souvent avec les chartes qu'elles ont adoptées. Face à une telle impasse sur la production de logements neufs, il faut agir, j'en conviens, sur la mise à disposition du parc privé existant et particulièrement en zone tendue. Il faut éviter que le parc existant ne se dégrade ou ne se modernise pas par inadaptation de la gouvernance des copropriétés. Il faut prendre à bras-le-corps la situation des copropriétés dégradées et la lutte contre l'habitat indigne. Pour cela, et je veux insister, nous devons convenir qu'avec son titre 2, ce texte apporte des avancées crédibles sur le traitement de l'habitat indigne et des copropriétés dégradées. Ces propositions sont en grande partie liées aux propositions qu'avait faites dans le rapport de l'ancien sénateur Braille, président de l'ANA, et du sénateur Dillin. Nous sommes aussi satisfaits des acquis des travaux de la Commission sur ce domaine, avec par exemple la création d'un fonds de prévoyance obligatoire par copropriété. Nous sommes satisfaits des mesures qui contraignent l'action des marchands de sommeil dans les copropriétés dégradées et dans l'habitat indigne. Par contre, nous restons réservés sur la complexification à attendre du fichier du registre d'immatriculation des copropriétés. Nous sommes aussi sans opposition notable sur les dispositions du titre 3. Vous voyez, mesdames et messieurs, chers collègues, que nous savons discerner et appuyer les mesures qui vont dans le bon sens. Cet accord avec l'essentiel des dispositions de ces deux titres ne peuvent cependant nous conduire à soutenir l'ensemble du projet de loi.
Nous sommes en effet totalement opposés, vous le savez, à l'essentiel des dispositions du titre premier. Je crois que vous l'avez ressenti en commission. Ce titre apporte un profond bouleversement à l'équilibre dans la relation entre propriétaires privés et locataires. Il risque de dégrader l'offre de logements locatifs privés et replonger le parc dans un défaut d'entretien chronique, comme nous l'avons vu dans le passé. Madame la Ministre, en conclusion de la Commission des affaires économiques, vous avez souligné que vous compreniez notre opposition idéologique, avouant par là même que votre texte avait à voir avec l'idéologie, comme le laissent nettement transparaître certaines de vos déclarations dans la presse. Et alors que la France est en panne de construction, vous allez détourner de l'investissement locatif de nombreux Français, et ce ne sont pas de nouveaux avantages fiscaux qui y changeront quelque chose. Vous les détournerez parce que vous faites entrer le logement dans le champ de l'économie administrée. Votre projet rompt totalement l'équilibre qui prévalait entre le bailleur et le locataire. Vous imposez une négociation contractuelle que vous enfermez dorénavant dans une codification stricte et répréhensible sinon respectée. Vous augmentez les droits des locataires et les contraintes des propriétaires. Laissez-vous d'ailleurs encore un espace de liberté aux bailleurs puisqu'ils devront obligatoirement s'assurer contre les impayés de loyer. Vous ne laissez pas non plus la possibilité à des parents de se porter caution pour leurs enfants. Vous ne permettez plus la solidarité qui réglait la plupart des situations d'impayés de bonne foi en secteur privé. En zone tendue, vous donnez le signal pour de nombreux investisseurs institutionnels que le secteur du logement devra être évité. Ces gros investisseurs institutionnels ont la possibilité de faire ce choix. Les petits propriétaires ne l'ont pas, et votre projet est pour eux source d'une grande inquiétude, car ils ne sont plus certains de dégager la rentabilité suffisante, qui est souvent pour eux un complément de revenus indispensable. Avec le plafonnement du loyer, vous imposez en quelque sorte une collectivisation du parc de logements privés locatifs parce que, entre plafonnement des recettes et charges obligatoires liées au foisonnement des dépenses et contraintes que ce texte impose, vous déterminez en quelque sorte un revenu encadré auquel peut prétendre le bailleur. Ce n'est pas le loyer qui est encadré, c'est finalement le revenu. Et Dieu sait que les nouvelles charges obligatoires sont nombreuses. Cotisation à la GUL, trésorerie pour porter l'avance d'une assurance pour le compte du locataire, frais d'état des lieux, quasi-assurance d'un temps sans locataire à la relocation en zone tendue par réduction à 1 mois du préavis du locataire, et j'en passe. Les petits bailleurs privés découvriront aussi très vite qu'il ne leur sera plus possible d'assurer eux-mêmes leur gestion locative, et j'insiste là-dessus, tant ce texte la complexifie. En voulant sécuriser la relation bailleur-locataire par une codification excessive de toutes les démarches et de tous les documents, votre texte nourrira en fait l'explosion procédurale. Votre texte traduit également la grande défiance que vous, ce gouvernement, à la profession des agents immobiliers, des syndics et finalement des propriétaires, ensemble d'agents que vous accusez dans un journal du matin de n'être mus que par l'apport des gains, que par l'appât du gain. Une nouvelle façon de diviser les Français, les locataires, les propriétaires, les agents immobiliers, les propriétaires, les syndics. Parce que vous constatez dès la première page du projet de loi, je vous cite, que tarifs injustifiés excessifs, opacité, coûts de transaction trop élevés sont de mauvaises pratiques qui, tout en étant le fait d'une minorité, ont pu entacher et peser sur l'ensemble du secteur des professions immobilières. Vous engagez une modification totale des conditions d'exercice de la profession qui remet en cause son modèle économique. Votre texte propose une évolution à laquelle la profession, sans nul doute, s'adaptera certainement, mais au prix de pertes d'emplois conséquentes dont le pays n'a pas besoin. Vous auriez pu vous arrêter aux mesures du projet de loi Lefebvre, que vous reprenez d'ailleurs, et nous en sommes heureux, et qui était apte à corriger une grande partie des excès constatés. Mais non, en fait, nous avons nettement l'impression que vous voulez mettre une profession au pas. Ce texte est aussi la preuve que la volonté de simplification administrative et normative du gouvernement n'est pertinente que pour les textes et procédures en place, mais pas pour ceux à venir. Comment comprendre autrement cette avalanche de documents types qui va inonder le secteur? Comment comprendre, à l'heure où on cherche des économies, qu'on projette de créer un nouvel organisme national et que nous ne pouvons croire sobre en fonctionnement? Pourquoi une garantie universelle et obligatoire des loyers en lieu et place des assurances facultatives actuelles et des cautions qui ne coûtaient rien et qu'apportaient les familles? Pourquoi la rendre obligatoire? Vous l'avez compris, nous sommes résolument contre la plupart des dispositions du titre 1 qui, à lui seul, justifiaient nos motions de rejet. Mais nous sommes particulièrement, vous le savez maintenant, opposés à ces deux mesures phares doublement néfastes, parce qu'elles risquent aussi de ne pas atteindre l'objectif qu'elles poursuivent.
Je veux parler de l'encadrement du loyer en zone tendue et de la mise en place obligatoire de la garantie universelle de loyer. Il en est ainsi pour la méthode d'encadrement du loyer que vous proposez, car, je le dirai après mon collègue apparu, on constatera sans nul doute un alignement progressif des loyers vers le loyer médian plus 20%, alignement qui, à son tour, augmentera le loyer médian. Nous en avons discuté. Je crois qu'il y aura encore un certain nombre d'heures pour tourner vers cette analyse presque mathématique des évolutions dans ce type de situation. La méthode d'encadrement est mauvaise, mais le principe même de l'encadrement, qui peut se considérer, présente des risques en termes de dégradation de l'offre de logements locatifs et de la qualité des logements. D'ailleurs, si l'encadrement des loyers était aussi performant, pourquoi le gouvernement Jospin n'a-t-il pas prolongé le dispositif d'encadrement de la loi Mermaz de 1989 ? Il est évident que pour détendre les zones tendues, on n'a encore rien trouvé de mieux que de construire plus massivement et plus vite, ce qu'apparemment nous n'arrivons pas à faire actuellement. Quant à la GUL, à la charge du bailleur en lieu et place des cautionnements volontaires, elle va déresponsabiliser les locataires, conduire à une fiscalité accrue sur les loyers ou à un prélèvement supplémentaire sur Action Logement et à la naissance d'une nouvelle administration. Elle remboursera les loyers impayés, peut-être avec une franchise, peut-être avec un plafond, et très certainement avec les deux. Sera-t-elle capable de recouvrir ensuite auprès des locataires les sommes dues à la Caisse nationale? Rien n'est moins sûr. Il y a fort à parier que le taux d'impayés augmentera et que les cotisations augmenteront avec la sinistralité grandissante. Madame la ministre, ne m'accusez pas en disant cela d'adopter une position idéologique, il s'agit simplement de bon sens. Et il semble qu'il y en ait aussi dans votre majorité, puisque j'ai lu dans la presse que certains de ses membres s'opposent aussi à cette mesure qu'ils jugent coûteuse pour les finances publiques et déresponsabilisante pour les mauvais payeurs. Je l'ai lu dans la presse. Nouvelle taxe, nouvelle administration, nouvel empilement réglementaire, tout cela pour un niveau d'impayés de 2,5 à 3%. N'était-il pas plus simple de renforcer les sanctions envers les tricheurs et de renforcer la solidarité avec les plus démunis, ces mauvais payeurs contraints, mais de bonne foi? Quant au titre 4, il tente de répondre à la fois à l'objectif de construction de 500 000 logements tout en respectant les contraintes de la transition écologique des territoires. Nous partageons bien évidemment ce qui peut réduire la consommation des zones agricoles et des zones naturelles par une mobilisation des friches industrielles et commerciales, par une densification de l'urbanisation. Nous sommes d'accord pour que la hiérarchie des documents d'urbanisme soit revue au profit du SCOT et que l'intercommunalité joue un rôle de premier plan dans la responsabilité de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation, mais nous ne l'approuverons que si c'est sur une base volontaire en ce qui concerne les PLU. Si ce n'était pas le cas, et si les lois préparées par Madame Lebranchu ne l'ont pas encore fait, votre texte finira de convaincre les élus locaux que le temps des communes s'achève. Le passage brutal au PLUI envisagé dans ce texte est sans doute ce qui préoccupe le plus les élus locaux en cette rentrée et fait, vous le savez, l'objet d'une position défavorable de l'AMF. Oui au PLU intercommunal pour les intercos qu'ils décident. Oui peut-être aussi au PLUI avec un I comme intégrateur. Vous ne trouverez pas une majorité de députés au sein de notre groupe qui soutiennent la création d'un PLUI à marche forcée. Vous pourrez en revanche trouver une grande majorité sur tous les bancs de l'Assemblée pour accepter un PLUI sur la base du volontariat. Qu'apporterait ce transfert obligatoire rapide s'il ne conduisait qu'à opposer des communes entre elles ou des communes à l'EPCI? Un rapport du Conseil général du développement durable, tout à fait récent, appelle d'ailleurs à la plus grande prudence pour définir le champ de compétences, le mode de gouvernance, le contenu et les suivis de ces PLUI. Il recommande une période transitoire de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la compétence PLU pour les EPCI, afin de permettre un débat entre intercommunalité et communes sur le financement du futur PLI, ainsi que l'achèvement, avant cette date de 3 ans, des documents d'urbanisme communaux engagés. Pourquoi ne pas plutôt rendre obligatoire le lancement par les EPCI d'une démarche d'élaboration d'un PLUI en vue d'un transfert de compétences à l'issue du processus qui devrait être contenu dans un délai maximum? Cela ne vaudrait-il pas mieux que des PLI imposés qui ne seraient que la somme des PLU communaux à laquelle le transfert immédiat de la compétence semble conduire? Il ne resterait qu'à fixer par décret le délai maximum. Ce ne serait que l'un des trop nombreux décrets auxquels vous nous avez renvoyés lors de nos débats en commission pour répondre à nos interrogations ou nos oppositions. Vous nous avez également promis l'élaboration pour la séance de nouvelles propositions, de nouvelles rédactions, de nouvelles justifications comme contrepartie
au retrait d'amendements en commission. Nous espérons de bonnes surprises. Je doute qu'elles soient suffisantes pour nous rallier à un texte qui finira de ruiner les chances d'une relance importante et diversifiée de l'offre de logement. Le groupe UMP votera donc contre ce texte. Merci, Monsieur le